RBK Radio, l'interview. Nous sommes avec le docteur Louis-Marie Cagdeux, qui est économiste et également cadre SDF. Il est membre du Shadow Cabinet, ministre en charge de l'économie au sein du parti. Il est avec nous ce matin pour parler de sujets et bien d'autres qui touchent au quotidien des Camerounais et la marche du monde, évidemment. Docteur Louis-Marie Cagdeux, bonjour, bienvenue à Douala. Bonjour Didier, c'est un plaisir de te retrouver sur les antennes. C'est un plaisir très partagé. Alors, docteur Louis-Marie Cagdeux, on parle des BRICS. On reparle ce matin des BRICS parce que c'est important. Nous avons abordé un aspect tout aussi important que ce qu'on va aborder ce matin au sujet des BRICS. On a présenté ce que c'était, on a présenté le fait de croire en les BRICS pour donner la réplique aux autres sous-ensembles qui se sont mis en grand ensemble pour gagner des sous ensemble, j'ai envie de dire. Et maintenant, les autres pays qui sont en train d'y entrer, le Cameroun n'y est pas. Quels sont les enjeux des BRICS pour les Camerounais? Qu'est-ce qu'on y gagne? Ou qu'est-ce qu'on pourrait y gagner, nous les Camerounais? Pour que tout le monde comprenne, Dr Louis-Marie Cagdeux, on revient sur cette question. Les enjeux des BRICS pour le Cameroun. Oui, je vais expliquer en deux volets. Je vais dire tout l'espoir et l'alternative qui sont contenus dans le BRICS, dans le fait qu'un nouveau bloc naisse. Ensuite, je vais également donner les difficultés rencontrées jusqu'à aujourd'hui, ce qui peut diluer un peu cet espoir-là, et éventuellement faire des propositions pour améliorer le système de gouvernance des BRICS en vue d'aller vers l'atteinte de ces objectifs-là. Les BRICS arrivent dans un monde qui était en train de devenir unipolaire et dominé par l'Occident. Et le traitement que les pays sous-développés, les pays en développement avaient dans ce monde-là était jugé insatisfaisant. Par exemple, pour ce qui concerne les questions monétaires ou les questions de prêt, la politique occidentale était jugée arrogante et les conditionnalités étaient jugées très élevées. Pour donner encore un exemple, lorsque vous prêtiez de l'argent dans ce qui est convenu d'appeler les institutions de Bretton Woods, les conditionnalités pouvaient aller jusqu'à 16% de taux d'intérêt, ce qui était très élevé pour les États emprunteurs, et le terme du crédit était très court, quelquefois autour de 10 ans, ce qui pouvait asphyxier les économies fragiles. Et donc, ces conditionnalités, pour ce qui concerne les questions financières, n'étaient du tout pas satisfaisantes. Pire, le processus jusqu'à l'obtention du crédit était très long. Et donc, vous pouviez solliciter un financement pour un projet urgent et ponctuel et il n'arrivait pas. Ou encore, il n'arrivait pas à temps. Et donc, c'était un gros souci. D'accord. Lorsque les BRICS se réunissent aujourd'hui, tout part d'où? Tout part de... Là, j'ai parlé des questions financières, je vais parler également de questions politiques et stratégiques. Oui. Tout part de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Nous sommes là au début des années 2000. Vous savez, après le 11 septembre 2001, les États-Unis avaient décidé de faire la guerre au monde dit non civilisé. Le but étant de civiliser le reste du monde, c'est-à-dire d'imposer les valeurs occidentales, ou encore ce qu'ils ont appelé les valeurs de démocratie libérale.
mais c'est très discutable parce que les questions discutées ne sont pas toujours des facteurs de démocratie connus. C'est en fait des facteurs hégémoniques. Et donc, après l'invasion de l'Irak, beaucoup de pays ont découvert qu'il y avait en fait un mensonge et que c'était l'hégémonie occidentale qui s'exprimait pour écraser tous les pays qui essayaient de lever la tête. Oui, oui. C'est alors que le Brésil à l'époque, sous l'impulsion de gauche, a contacté d'autres pays, dont la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Chine, pour constituer un bloc alternatif. C'est donc le lancement de l'idée de BRICS. D'accord. Et donc, l'idée, c'était de créer ce qu'on a appelé la multipolarité. Que le monde ne soit pas simplement unipolaire, orienté vers les États-Unis, mais qu'il y ait pas simplement bipolarité, comme cela a été le cas après la Seconde Guerre mondiale, mais que nous soyons dans une multipolarité pour que les pays sous-développés, les pays en développement aient le choix. Par exemple, le choix de leur marché. La Côte d'Ivoire qui vend le cacao pouvait vendre au meilleur 10 ans. Et nos pays, dont le Cameroun, avec les ressources naturelles, pouvaient vendre sur le marché au prix du marché et au meilleur 10 ans. Et quelle que soit son origine. Pas être obligé, comme aujourd'hui, de passer par la Banque de France pour ces opérations extérieures. Voilà un peu le contexte dans lequel tout cela naît et l'espoir qui est porté par les BRICS. Maintenant, tout cela n'est pas allé sans difficulté. Et ces difficultés étant quelquefois liées à la structure même de ces BRICS-là. Quand je parle de la structure, c'est la structure de gouvernance. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui pose un réel problème? C'est ce qu'on appelle le souverainisme. C'est-à-dire que l'ensemble des pays qui se sont engagés jusqu'à aujourd'hui se sont accrochés à leur souveraineté et donc n'ont pas transféré à la structure qui s'appelle BRICS un pouvoir contraignant, un pouvoir susceptible de permettre qu'il y ait une réelle administration avec des résolutions susceptibles de permettre que tous les pays qui deviennent membres s'alignent sur ces résolutions-là. Et donc, quand on parle de souverainisme, ça veut dire que c'est aujourd'hui un regroupement, un bloc qui ne s'entend que sur l'anti-occidentalisme, mais qui en fait ne regarde pas dans la même direction, parce que ne poursuivant pas les mêmes intérêts. C'est pour ça que sur des questions, par exemple, de dédollarisation, c'est-à-dire de fonctionner à l'aide des monnaies locales ou bien des monnaies des membres, ou de l'émergence d'une politique monétaire propre aux BRICS, alternative à la domination et à l'hégémonie du dollar, on se rend compte que en fait les choses ont tourné autrement. Et donc une banque comme la New Development Bank, qui est la nouvelle banque de développement des BRICS, devant être une alternative au FMI, à la Banque mondiale et donc à ces institutions de Bretton Woods, 20 ans après sa création, du moins 9 ans après son lancement, parce que cette banque a été lancée en 2014, n'a toujours pas, les fruits de cette banque n'ont toujours pas été à la hauteur de la promesse des fleurs. Parce que les intérêts sont divergents. Et quand vous êtes un bloc qui vouliez faire bloc, et donc
vous opposez à un autre bloc comme le bloc occidental, vous devriez être solidaire. Et donc, quand je dis que le système de gouvernance ne le permet pas, c'est parce que aujourd'hui, un membre comme la Russie, suite à la guerre russo-ukrainienne ou à la crise russo-ukrainienne, a été sanctionné par le bloc occidental. Mais la solidarité du bloc des BRICS ne s'est pas fait ressentir. Au contraire, les BRICS ont plus ou moins aussi sanctionné la Russie parce que les BRICS ont supprimé toute possibilité de financement du développement. Donc, je repose bien le problème. La Russie a besoin de financement et les BRICS bloquent le financement de la New Development Bank. Et au moment où nous parlons, la New Development Bank ne finance plus les membres parce que il faut pas financer la Russie. Et donc, quand ça se passe comme ça, vous avez l'impression que cette banque-là fait aussi le jeu du bloc occidental et que l'alternative que l'on attendait n'est pas du tout réelle. Et pourquoi est-ce que ça peut être comme ça? Je vous ai parlé de souverainisme. Et donc, c'est une coalition des pays souverainistes, des pays qui fonctionnent de façon indépendante. Et quand vous regardez les membres, le Brésil n'a pas intérêt à se fâcher avec les États-Unis. L'Afrique du Sud n'a pas intérêt à se fâcher avec les États-Unis. L'Inde est un allié des États-Unis. Et donc, vous pouvez comprendre aisément que l'on ne finance pas la Russie et que l'on stoppe ou bloque ou suspende le financement de la New Development Bank, qui avait pourtant annoncé un capital de 100 000 milliards. Et donc, quand c'est ainsi, ça fait réfléchir et ça déçoit par rapport aux objectifs et à l'expérience que l'on avait mis dans ces structures-là. Tout à fait. Et c'est ça la principale difficulté qu'il y a aujourd'hui au sein de ce mouvement. Même si l'on passe à 11 membres, comme c'est annoncé, il n'est pas sûr que l'on obtienne les résultats escomptés si ces 11 membres-là ne passent pas de la coalition à l'alliance. La coalition des pays souverainistes n'apportera pas l'alternative attendue, mais s'il devient une alliance, donc un regroupement avec une vision commune et la poursuite d'un objectif commun, en ce moment-là, on pourrait rêver qu'il y ait multipolarité et que le monde soit un peu plus, que l'ordre mondial soit un peu plus équilibré. On en est quand même de façon globale, je crois que c'est le regard que l'on peut porter sur les BRICS aujourd'hui et sur le cheminement que ce bloc-là est en train de prendre. Tout à fait. On peut s'en réjouir quand on sait que on en est à parler de BRICS d'abord BRICS 2009 et puis on a évolué. Et s'il fallait ajouter quelque chose, oui. Ce serait la question qui revient et qui est vraiment récurrente est celle de la dédollarisation. Et ça ne marche pas parce que je parlais du penchant souverainiste, parce que certains pays ont leur propre dette en dollars. Et ce que l'on a observé en 2023, c'est que ces pays sont plutôt à la recherche du dollar pour financer leur propre dette, leur propre emprunt. Et donc vous comprenez que au lieu de développer ou de rejeter le dollar, les membres du BRICS sont plutôt en manque de dollars. Ce qui est paradoxal. Et donc, une vraie politique monétaire est importante, une monnaie commune est importante, mais pour que cela aboutisse, il faut laisser tomber le souverainisme. Et donc, les pays qui sont comme la Russie, la Chine, l'Inde doivent pouvoir céder une part de leur souveraineté pour eux-mêmes se soumettre à la nouvelle gouvernance et à la discipline qui va être mise sur pied afin que tous les membres en profitent. Sinon,
En comptant seulement sur le one-man show de chaque pays, maintenant c'est la Russie qui va prendre la relève d'ici 2024. Si la Russie fait son one-man show, c'est bien, sauf que la Russie est un pays concurrent à l'Inde, est un pays concurrent à la Chine et tout ça. Et donc, ça va encore rester une affaire avec des effets limités. Docteur Kagbe, Ce serait dommage. Oui. nous aimerions, en sortant des BRICS, bien sûr, vous avez été brillant, je me permets de vous le dire, et je remercie également certains de vos étudiants qui envoient des messages pour vous passer le bonjour, qui sont à l'écoute de la radio. Alors, docteur Kagbe, parlons maintenant d'à peu près autre chose. Parlons d'inflation sur les marchés financiers, si vous en avez convenance. On parle récemment des marchés boursiers qui sont en baisse. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? Parlons de tout cela en relation avec le Cameroun, en relation avec l'actualité de la rentrée scolaire. Tout à fait. Je souhaite vraiment en parler, éclaircir les parents qui sont en difficulté maintenant et qui peuvent ne pas comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe pour les parents, c'est en fait que malgré tout ce qu'on dit, d'année en année, les rentrées scolaires sont toujours de plus en plus difficiles parce qu'il y a inflation. Les parents dépensent toujours un peu plus chaque année pour préparer la rentrée de leurs enfants. Et jamais, malgré les mesures prises par le gouvernement, ces parents ne se sentent soulagés. Et donc, la facture était un peu moins l'année passée que cette année, et la facture de l'année prochaine sera aussi supérieure à la facture de cette année. Et c'est un gros souci. Ce problème, c'est que en réalité, au Cameroun, si je ne prends que les questions de manuel scolaire pour vraiment expliquer la situation aux parents, montrer les enjeux qu'il y a derrière et les raisons pour lesquelles cela pose problème. Le marché des manuels scolaires au Cameroun, de l'édition à la librairie, donc à la distribution en passant par l'imprimerie, ce marché-là représente environ 700 milliards. Et donc, c'est très salé, c'est très gros comme marché. Et de ce marché-là, un seul volet a évolué. Par le passé, c'était très cher et donc ce marché était contrôlé par les éditions étrangères. Quand je dis par le passé, c'est jusqu'autour des années 2015. Les éditeurs nationaux au Cameroun ne contrôlaient que 5% de ce marché. Et donc, c'était véritablement un jus pressé et attribué aux étrangers. Il y avait les éditions comme les éditions Hachette, Hachette International, qui contrôlaient l'édition dans l'essentiel des pays de l'Afrique noire francophone. Il y avait les éditions Nathan et tout ça que nous connaissons, et donc ce qui était préjudiciable pour l'économie nationale. Depuis 2016, il y a eu forte pression parce que c'était incongru. Il y a eu une forte pression pour que l'on attribue au moins 75% de ce marché aux éditeurs nationaux. Et donc, vous allez voir que maintenant, les éditeurs qui assurent les manuels scolaires, ce n'est plus forcément Hachette International ou Nathan, mais ce sont les éditeurs nationaux regroupés au sein de deux associations d'éditeurs. Mais ça n'a pas arrêté le problème, parce qu'on n'a pas mis le doigt sur ce qui favoriserait la consommation. Et le maillon qui favoriserait la consommation, c'est l'impression. Et donc, le capitalisme occidental français qui existait a été transféré aux nationaux, et ces mêmes personnes sont derrière les éditeurs nationaux. Et donc, il y a simplement des prête-noms. Et 100% d'impression se fait toujours à l'étranger. C'est pour ça que tout nous revient encore toujours plus cher.
Même en 2021, le Premier ministre a instruit les éditeurs de donner même simplement 5% du marché aux imprimeries nationales qui sont prêtes, qui se sont structurées en groupement, on appelle le JPIAP, et qui ont même constitué un cluster. Le cluster, c'est plus ou moins une espèce de travail en chaîne susceptible de permettre de livrer le marché. C'est-à-dire qu'une organisation en chaîne où si un seul éditeur ou imprimeur local ne peut pas livrer tout le marché, que les autres interviennent sur les maillons sur lesquels ils ont des appareils performants. Et donc, ce cluster existe, mais ils ont 0% du marché des manuels scolaires au Cameroun, tout simplement à l'étranger, et cet étranger-là, c'est l'Asie. Et donc, je parle de capitalisme parce que les éditeurs vont imprimer très moins cher en Asie et reviennent au Cameroun faire plus de 300% de marge. Et ça, sous le regard passif du gouvernement qui a la responsabilité de réguler le marché. Un livre si vous prenez un livre d'anglais, je prenais un livre d'anglais quelconque que l'on vend à 3 000 francs en moyenne, peut être imprimé localement à moins de 1 000 francs. Comptez le nombre de pages vous-même, vous allez voir que même dans les secteurs de l'université ici à Yaoundé, ce serait au Château ou bien au Kradat ou à Bounamoussadi, vous vous rendez en ces endroits-là pour imprimer les mêmes livres, puisqu'on fait les contrefaçons dans ce coin-là, cela vous revient autour de 1 000 francs. Et ce serait le prix que l'on appliquerait aux parents d'élèves. Sauf que le capitalisme ambiant, et donc avec la complicité du gouvernement, dont certains fonctionnaires véreux reprennent les commissions des rétrocommissions, laisse faire et les parents se retrouvent toujours en train de dépenser plus. Il y a 30 ans environ, c'était dans les années 1999, lorsque l'on avait nommé un proviseur comme ministre de l'Éducation nationale, il s'agissait de feu Charles Etoudi, paix à son âme parce qu'il vient de décéder. Il avait relancé l'imprimerie CPR et les éditions CPR à Yaoundé. Ce qui permettait à l'époque, avec les collections champions, que les parents achètent les livres à 1 000 francs et à moins de 1 000 francs. Je vous fais constater simplement que c'est le ministre qui a le moins duré dans le gouvernement de Paul Biya. Il a fait 8 mois ou 9 mois à son poste, on l'a viré, pour rentrer dans le capitalisme. En expliquant, on lui a collé des histoires farfelues, et donc on a fermé l'édition CPR et l'imprimerie CPR avec des machines neuves pour se remettre aux importations à 100% de l'étranger. Voilà le genre de crime qu'il y a au Cameroun. C'est 700 milliards qui auraient pu non seulement faire créer les emplois et les richesses au Cameroun, mais également soulager les consommateurs et faire en sorte que les parents n'achètent pas un livre à plus de 1 000 francs CFA. Mais ces gens-là fonctionnent comme ça, et si les rentrées scolaires sont difficiles, c'est parce que l'on se met encore et toujours aux importations, d'une part en prenant pour prétexte que c'est le rapport qualité-prix, mais le rapport qualité-prix n'a pas de sens lorsqu'on change de manuel chaque année. Et donc, et même si le rapport qualité-prix avait un sens, il faut qu'il y ait une industrie locale qui se développe. Et donc, l'industrie locale ne se développera pas si l'on ne commence pas progressivement. Et donc, comme le dit l'adage, on ne devient forgeron qu'en forgeant. Donc, si nous avons nos propres marchés, nos ressources, et on ne met pas à la disposition de nos forgerons pour qu'ils s'exercent, alors il n'y aura jamais de forgerons au Cameroun. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles c'est très compliqué pour nos parents. Je ne parle là que des livres, mais on peut parler également des cahiers. Et ces livres-là, c'est
environ 90 millions de livres qu'on l'on imprime au Cameroun du moins que l'on vend au Cameroun chaque année. Et c'est pour ça que c'est un marché très important et très grand. Et c'est pour ça que c'est gardé et contrôlé par les capitalistes. Et donc, comprenons-nous très bien. Des solutions existent pour soulager les parents. Ces solutions, on l'a appliquées il y a 30 ans. Nous sommes dans un pays où on se bat pour atteindre le niveau où nous étions il y a 30 ans. En 1998-99, tout le monde se rappelle les éditions Champion ou les collections Champion qu'avait lancé le ministre Charles Etoudi de regretter mémoire. Et j'ai rappelé que c'est le ministre qui a fait moins d'1 an à son poste, dans un gouvernement où certains sont depuis 20 ans. Et c'est un peu regrettable. Et donc, revoyons tout ça pour l'éducation de nos enfants. Je vais participer cet après-midi à une conférence de presse des syndicats, des enseignants qui montent au créneau sur un ensemble de questions, dont ces questions-là, pour indiquer que c'est injuste. Si l'on veut que l'éducation au Cameroun prenne un tournant important, que cette éducation soit propice pour nos jeunes et qu'il y ait l'adéquation formation, emploi et tout ça, il faudrait que l'on cesse de martyriser les élèves et de martyriser les parents. Il faudrait que l'on fasse les choses les plus simples en commençant par la vision que l'on met dans l'éducation. Par exemple, aujourd'hui, l'objectif de l'éducation nationale, c'est de former, si je prends la loi de 1998 qui parle de ça, on ne sait même plus si c'est cette loi qui est en vigueur ou pas, c'est de former les citoyens ouverts au monde, enracinés dans leur culture. C'est normal. Et donc, toute l'éducation nationale au Cameroun, c'est la culture générale. C'est pour ça que nous formons des gens qui ont une très grande culture générale, mais qui n'ont pas la capacité de transformer leur environnement. Et donc, ils partent. Vous avez donc des Camerounais et des Africains qui partent par millions chaque année. C'est la traite négrière. C'est exactement ce que faisait la traite négrière. Avec nos valeureux citoyens qui partaient développer d'autres horizons au lieu de développer nos pays. Nous investissons pour former les gens qui partent, alors qu'on a besoin des gens qui restent pour travailler, pour transformer notre environnement. Si on ne change pas l'objectif. Oui. Je disais que pour ajouter de l'eau à votre moulin, on est là dans ce que le professeur Maurice Tadadjeu de regretter mémoire appelait la fuite des muscles pour les sportifs, par exemple, en rapport avec la fuite des cerveaux pour les intellectuels. Absolument. Et donc, c'est un drame et c'est pour tout ça que nous souffrons. Si vous me placez simplement aux États-Unis, vous voyez que nous on a plus de 200 000 professionnels qui sont installés là. Imaginez si ces gens étaient au Cameroun. Si vous vous placez simplement en Allemagne, vous vous rendez compte que le Cameroun a plus de 12 000 ingénieurs qui sont là. Imaginez s'ils étaient au Cameroun, ce que serait la situation du pays. Et donc, il faut aujourd'hui que l'objectif de l'éducation nationale soit de former le citoyen capable de transformer son environnement. Et donc, c'est pour ça que dans les zones côtières, vous êtes à Douala, il n'y a aucun lycée professionnel susceptible de permettre aux jeunes Camerounais d'être formés sur les métiers de la côte, comme la pêche. Et donc, ce sont les Chinois qui viennent pêcher chez nous. Ça n'a pas de sens. Vous êtes dans le Mungo, en zone agricole, vous n'avez aucun lycée professionnel dessus. C'est vrai qu'il y a 2 lycées professionnels en application. Et donc, 2 lycées testent depuis des lustres qui ne donnent jamais rien. Et ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans notre pays. C'est pour ça que les rentrées scolaires ne marchent pas. Vous avez les zones sahariennes où il n'y a pas de lycée professionnel spécialisé, par exemple, sur les métiers de l'élevage ou bien d'autres métiers qui sont développés là, dans ces zones-là, comme la culture des céréales.
Ça n'existe pas. Et donc, les gens travaillent énormément dans notre pays sans respecter les itinéraires techniques et donc récoltent moins, échouent dans leurs entreprises. Et l'école devrait être là pour le faire. Et c'est donc martyriser les élèves, les rendre victimes de leur propre environnement. Vous avez des gens en zone forestière incapables de transformer la forêt. Ce n'est pas normal. Vous avez des gens qui vivent sur des mines qui ne peuvent pas exploiter. Ce n'est pas normal. Et donc, nous devons tous les jours donner des concessions aux étrangers pour venir exploiter la forêt ou nos ressources naturelles, alors que nous avons la possibilité de le faire. Le comble, c'est cette histoire de péage où malgré ces 5000 ingénieurs que nous formons au Cameroun, on est allé donner une concession de 20 ans aux entreprises ordinaires mais étrangères pour simplement nous construire 14 péages au Cameroun sur des routes nationales financées par nos contribuables. Donc, tout ça c'est mélangé, comme on dirait en Côte d'Ivoire. Merci. Donc, j'ai tenu à expliquer aux parents pourquoi est-ce que nous avons des rentrées scolaires difficiles, pourquoi est-ce que d'année en année ces rentrées scolaires sont difficiles. Mais si vous regardez, en 1999, on avait une bonne rentrée scolaire parce qu'on avait une politique pro-citoyen, une politique pro-nationale, une politique pro-camerounaise, et c'est tout ce que nous attendons de ce gouvernement. Merci infiniment, Dr Louis-Marie Cagdeux, pour tout ce que vous faites pour nos auditeurs. Merci d'avoir éclairé l'antenne ce matin. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.